Bismillahirrahmanirrahim. Cette présentation a été exposée lors de la deuxième journée de la cardiologie pratique à Tiaret. Je ne vais pas parler des urgences hypertensives de l'enfant ni de la femme enceinte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par quelques notions. Il faut faire la différence entre urgence hypertensive et HTA sévère non contrôlée. La première est une pression artérielle supérieure ou égale à 180-110 avec atteinte aiguë d'organes cibles nécessitant un traitement le plus souvent injectable. La deuxième est une HTA sévère sans atteinte aiguë d'organes cibles dont le traitement est exclusivement oral. Les organes cibles sont le cerveau, le cœur, les vaisseaux, les reins. Les urgences hypertensives sont l'encéphalopathie hypertensive ou PRES, l'AVC ischémique ou hémorragique, la rétinopathie hypertensive sévère ou HTA maligne, l'OAP cardiogénique, le syndrome coronaire aigu, la dissection aortique et dernièrement l'insuffisance rénale aiguë associée ou non à une microangiopathie thrombotique. Poussée hypertensive, crise aiguë hypertensive, urgency, fausse urgence hypertensive, HTA accélérée, tous ces termes ne doivent être plus utilisés car source de confusion. À une époque où il n'y avait pas de traitement antihypertenseur, l'HTA maligne tuait aussi bien que le cancer, d'où son nom. Il s'agit d'une urgence hypertensive avec atteinte microcirculatoire généralisée, définie classiquement par une HTA sévère avec rétinopathie hypertensive stade 3 ou 4. Récemment, il a été proposé d'élargir cette définition aux patients avec 3 des 4 situations suivantes: atteinte cardiaque, atteinte cérébrale, atteinte rénale ou microangiopathie thrombotique. La rétinopathie hypertensive sévère est le reflet de cette atteinte microcirculatoire. Elle est caractérisée par la présence d'une hémorragie, d'un exsudat ou d'un œdème papillaire. La microangiopathie thrombotique est une maladie dans laquelle les petits vaisseaux sont obstrués par des petits bouchons de plaquettes. Les globules rouges sont lésés lors de leur passage par ces petits cailloux. Biologiquement, on va trouver une anémie hémolytique d'origine mécanique, une thrombopénie de consommation, un taux d'aptoglobine effondré, un taux de bilirubine libre et de LDH élevé. Le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible est une entité clinico-radiologique caractérisée par la présence de signes cliniques neurologiques et d'œdème cérébral postérieur bilatéral, habituellement réversible en neuroimagerie. L'encéphalopathie hypertensive et l'AVC hémorragique peuvent influencer le tonus vagal et agir sur le système nerveux autonome jusqu'à modifier la repolarisation ventriculaire. Sur cette ECG, il y a un sus-décalage diffus. Cette courbe est la courbe d'autorégulation. Sur la partie plate du milieu, malgré la variation tensionnelle, le débit de perfusion est constant. Ça veut dire que l'organe est protégé contre la variation de la pression artérielle. En cas d'élévation tensionnelle brutale, on a un échappement à l'autorégulation. L'organe est exposé à un surdébit. L'hyperdébit altère l'organe cible, entre autres par l'œdème lié à l'hyperperméabilité vasculaire. Chez l'hypertendu, la courbe est déviée à droite, ça veut dire que l'hypertendu est protégé contre des chiffres tensionnels plus élevés. En revanche, il est vulnérable à une pression artérielle normale basse. Si par exemple une pression artérielle moyenne de 60 mmHg assure une perfusion normale chez le normotendu, elle est délétère chez l'hypertendu. Cela a une implication pratique. Il ne faut pas trop baisser une pression artérielle
très élevé lors du traitement d'une urgence hypertensive. Sur le plan rénal, on a une hypernatriurèse avec hypovolémie. Cela va activer le système rénine-angiotensin-aldostérone et donner une vasoconstriction. Donc pour rompre ce cercle vicieux, le traitement repose sur une hydratation douce avec blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone. Certains centres d'hypertension artérielle, comme le centre de Bordeaux, proposent le captopril comme traitement dans l'HTA maligne. Devant des signes cliniques, devant des signes neurologiques, une confusion, des céphalées intenses, on fait une IRM cérébrale à la recherche d'un AVC ou d'encéphalopathie hypertensive. Devant une douleur thoracique rétrosternale, on fait un ECG et on dose des troponines à la recherche de syndrome coronaire aigu. Devant une dyspnée et des râles crépitants, on évoque le diagnostic d'OAP et secondairement, on peut faire une radiographie thoracique et même doser les BMP dans les cas douteux. Devant une douleur thoracique intense irradiant vers le dos avec ou sans anisotension, c'est-à-dire une asymétrie tensionnelle, on évoque le diagnostic de dissection aortique et on fait un angioscanner. Les didymères sont demandés pour éliminer le diagnostic. Devant des signes urinaires, on évoque le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë ou la microangiopathie thrombotique. On évalue la fonction rénale, on fait une NFS et on recherche une protéinure à la bandelette urinaire, initialement à la bandelette urinaire. Devant des troubles visuels qui ne sont ni spécifiques ni sensibles, on fait un fond d'œil et on recherche une hypokaliémie à la recherche d'une HTA maligne. Contrairement à ce qui est couramment admis, la survenue d'une épistaxis ne constitue pas un critère de gravité de l'élévation tensionnelle. Elle peut par contre nécessiter une prise en charge ou arrêt spécialisé. Avant de commencer la prise en charge, on doit confirmer l'élévation tensionnelle. C'est pourquoi il est recommandé de faire 3 mesures répétées à 1 minute d'intervalle à l'aide d'un appareil à déclenchement automatique. La première mesure est faite par l'infirmière, les 2 dernières mesures automatiquement par l'appareil. Après, on prend la valeur moyenne des 2 dernières mesures. Les mesures doivent être faites au calme après quelques minutes de repos à l'aide d'un brassard adapté. La prise en charge implique plusieurs spécialités, d'où sa difficulté. Dans la mesure du possible, on traite un facteur déclenchant comme une fièvre, une douleur ou une rétention aiguë d'urine. Le syndrome coronaire aigu et l'OAP sont traités préférentiellement par la trinitrine, qui n'est malheureusement pas disponible en Algérie. Donc, on fait recours au Lasix dans l'OAP et au captopril dans le syndrome coronaire aigu. L'esmolol est un bêta-bloquant disponible dans les salles de réanimation, utilisé dans la dissection aortique pour diminuer la fréquence cardiaque et réduire les contraintes pariétales. Pour le reste des urgences hypertensives, on utilise le Loxin. La cible thérapeutique diffère d'une urgence à l'autre. En cas d'AVC ischémique, on ne baisse pas la pression artérielle, sauf si elle est supérieure à 22,12 ou 18,11 lorsqu'il y a une indication pour la thrombolyse. Dans l'encéphalopathie hypertensive et l'AVC hémorragique, on baisse la pression artérielle moyenne de 25%. Dans la dissection, on baisse la pression artérielle systolique à moins 120 mmHg. Bien sûr, devant des signes neurologiques, on n'intervient pas avant une imagerie cérébrale car la cible thérapeutique n'est pas la même. J'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que la nicardipine a une durée d'action d'à peu près 30 minutes. Après, son effet va disparaître. C'est pourquoi on donne aux malades un traitement oral 30 minutes avant l'arrêt de la perfusion afin de maintenir l'effet antihypertenseur. Vous connaissez tous le primperon, il est contre-indiqué en cas de phéochromocytome. De ce fait, il peut majorer une HTA sévère dont la cause est cette maladie. Donc devant une HTA sévère confirmée par des mesures répétées
on réalise un bilan d'atteinte d'organes cibles. Soit le bilan est positif, et à ce moment-là, on hospitalise le malade pour une prise en charge spécialisée. Sinon, on démarre un traitement antihypertenseur, par exemple, bien sûr par voie orale, par exemple amlodipine 5 mg, et on renvoie le malade pour une MAPA ou autre mesure tensionnelle. Soit il s'agit d'un effet blouse blanche, soit il s'agit d'une HTA chronique, et on commence le traitement et on traite le malade selon les recours. Les urgences hypertensives sont associées à une atteinte d'organes cibles, ça nécessite un traitement injectable. Il ne faut pas traiter un AVC avant une imagerie cérébrale. Il ne faut pas intervenir durant 48 à 72 heures si la pression artérielle est inférieure à 22,12 dans l'AVC ischémique. Le Lasix est uniquement utilisé en cas d'OAP. Il faut l'éviter devant une HTA maligne car major l'hypovolémie. Le Loxène est utile dans la plupart des urgences hypertensives. Devant une tension artérielle de 24-14 par exemple, sans atteinte d'organes cibles, il faut donner un traitement par voie orale car il ne s'agit pas d'une urgence hypertensive. En dehors d'une atteinte d'organes cibles, le traitement IV ou sublingual est injustifié, voire délétère, car provoque une hypoperfusion et en plus de ça, c'est une source de consommation de soins. Ça fatigue les infirmiers et ça gaspille le produit pharmaceutique. Dans cette journée, je n'ai pas su répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, essentiellement pour deux raisons. 1. Bien que le sujet de ma présentation soit les urgences hypertensives, quelques questions étaient hors sujet. 2. Certes, je suis cardiologue, mais je ne suis pas un spécialiste en HTA. Je ne suis pas hypertensiologue. Première question, est-ce qu'on peut faire sortir en toute sécurité un malade avec une HTA sévère? Il faut savoir que les essais qui ont été réalisés n'ont pas trouvé de différence en matière de pronostic entre les malades hospitalisés et traités en ambulatoire. Ça veut dire, même si on hospitalise ces malades, on ne va pas améliorer leur pronostic. Là, je parle de l'hypertension artérielle sévère sans atteinte d'organes cibles. Quant aux urgences hypertensives associées à une atteinte d'organes cibles, la réponse est difficile puisqu'on ne dispose pas aux urgences de certains examens comme le fond d'œil pour éliminer une urgence hypertensive. Après, il nous reste le bon sens clinique. Quelle place pour les bêta-bloquants dans le traitement de l'hypertension artérielle? Selon l'ESC 2018 et l'ISH 2020, les bêta-bloquants peuvent être prescrits à titre d'exemple et non pas exclusivement en cas d'insuffisance cardiaque systolique, maladie coronaire, contrôle de fréquence notamment en cas de fibrillation atriale, grossesse et désir de grossesse, dernièrement en cas d'échec de la spironolactone dans l'HTA résistante. Je me suis fait réprimander dans cette journée car j'ai dit que j'aime les bêta-bloquants et que je les utilise chez les hypertendus jeunes avec une tachycardie sinusale. Et après relecture des papiers, j'ai compris que ce malentendu est peut-être le fruit d'une lecture inattentive. En effet, les indications citées dans les recours ne sont que des exemples. On peut aussi utiliser les bêta-bloquants dans la tachycardie sinusale inappropriée, la maladie de Marfan, la dissection aortique, l'anévrisme de l'aorte abdominale, l'hyperthyroïdie, la migraine et l'hypersympathicotonie, à savoir chez les sujets obèses, anxieux ou jeunes. Dans la méta-analyse de l'eau, LAW, lorsque l'on s'intéresse à la comparaison avec les autres classes, les bêta-bloquants font jeu égal avec les autres en termes de prévention des accidents coronaires. Ils sont moins efficaces que les inhibiteurs classiques en termes de prévention des AVC. Ce résultat est difficile à utiliser en pratique car il est impossible d'évaluer à titre individuel le risque principal d'un patient coronaire ou cérébral et donc de faire un pari thérapeutique. Il faut indiquer aussi que dans cette méta-analyse, les bêta-bloquants partagent cette moindre efficacité préventive sur les AVC avec les IEC, mais ce point est rarement mis en avant en défaveur de cette dernière classe.
La plupart des études portant sur les résultats des bêta-bloquants comme traitement initial de l'hypertension présentent un risque élevé de biais. L'athénolol a été le bêta-bloquant le plus utilisé. Les recherches futures devront être de bonne qualité et devront étudier s'il existe des différences entre les différents sous-types de bêta-bloquants ou si les bêta-bloquants produisent des effets différents entre les sujets jeunes et plus âgés. Ce qui était insinué dans les recours de l'ESC tout en bas dans la partie lacune dans l'épreuve. Qu'en est-il de l'effet diabétogène des bêta-bloquants? Les effets des bêta-bloquants diffèrent selon leur classe. Les bêta-bloquants bêta-1 sélectifs ainsi que les bêta-bloquants vasodilatateurs dits de troisième génération comme le carvedilol et le nebivolol améliorent l'insulinorésistance et ne sont donc pas diabétogènes. Dans certaines situations bien précises comme l'insuffisance cardiaque, on doit prescrire un bêta-bloquant même chez les patients à risque de développer un diabète. Que faire devant une HTA sévère péropératoire? Selon le précis d'anesthésie, la seule contre-indication opératoire formelle est une HTA maligne symptomatique. En pratique, devant une HTA sévère, on peut reporter l'intervention en cas d'atteinte aiguë d'organes cibles ou lorsqu'on suspecte une HTA secondaire, si cela peut améliorer le risque opératoire. C'est quoi une HTA résistante? C'est une HTA non contrôlée depuis 1 mois, malgré une trithérapie à dose optimale, associant un inhibiteur système rénine-angiotensine, un inhibiteur classique et un diurétique thiazidique ou apparenté, et bien sûr chez un malade observant. Dans le traitement de l'hypertension artérielle, doit-on commencer toujours par une bithérapie? La réponse est non. On propose une monothérapie dans les situations suivantes. Primo, en cas d'HTA grade 1 avec PAS inférieur à 150 mmHg. Secondo, chez la population fragile, particulièrement les sujets âgés de plus de 80 ans. Je vous remercie.